Simplement deux mots et laisser la parole parce que le ICA, c'est de vous écouter ce soir. Vous dire que nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir. Alors il y a des raisons d'abord personnelles, puisque si nous nous retrouvons ce soir, en fait c'est aussi nos parents, nos grands-parents et ainsi de suite qui étaient en Algérie, en contact les uns avec les autres, et qui ont eu comme ça pendant de nombreuses générations, je ne sais pas si c'était 900 ans, ça je ne peux pas dire, mais peut-être 840, et qui ont été en contact et qui ont eu des échanges comme ça entre rabbinim. Et donc, pour nous, aujourd'hui, dès qu'on a fait le pas d'Eretz Israël, on a fait le pas de venir en été, et où nous nous retrouvons, il y a quelque chose d'impressionnant, parce que ce qui s'est passé il y a peut-être 800 ans, 900 ans, on est capable, c'est Sahel, les descendants, d'être là, et de revendiquer le même héritage, et de dire, nous voulons continuer à construire ensemble en Eretz Israël. Ça, c'est le premier point. Le second point, je voudrais dire quelque chose de paradoxal. Nous sommes contents que vous soyez sortis à la retraite du Technion. Vous étiez une lumière par rapport à un phare par rapport à la Yadout au Technion, et en cela c'est clair que c'est un manque, mais pour nous, je vois que le plus. De ce fait, vous n'êtes plus obligé de rester au Technion, vous pouvez vous dispatcher, vous pouvez venir nous rendre visite, et en cela je me réjouis de savoir que vous allez pouvoir être plus disponible pour nous donner des directions, pour avoir l'idée de réfléchir ensemble, et peut-être d'avoir une communion de pensée qui nous permettra de progresser ensemble. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est les Sfarim. Je sais que vous avez, votre Yeshiva publie aussi un certain nombre de Sfarim. Alors, c'est des rééditions, mais aussi ce sont des choses inédites. Et j'attire votre attention, aux uns aux autres, on avait... Où il est passé notre ami je le vois plutôt ici qu'on se casse. D'accord. Quand votre fils était à la Yeshiva, je ne sais pas s'il continue, il avait participé à la réédition du Yad HaChazaka du Rambam en un volume qu'on a là. Et la vérité, chaque occasion pour vous, pour votre Yeshiva de rééditer, pour nous c'est un grand plaisir. Alors on se réjouit déjà de voir les prochaines productions et on se réjouit de vous écouter ce soir. De suivre plus facilement les sujets en question. Regarde quand même un droit. Il y a une deuxième feuille, mais c'est on la distribuera un peu plus tard. Kodim Kol Shavua Tov à tout le monde. Merci au Rav Morali pour l'accueil chaleureux, à M. Richard, à tout le monde. Et, puisque j'ai été présenté sous cette forme-là, alors je voudrais vous raconter certains points. Une histoire, d'abord un premier point, puisque nous parlons, le Rav Morali nous a présenté comme juif revenant en Israël. Il est fondamental, à mon avis, que vous sachiez que la première personne, une des premières personnes, pendant le dernier millénaire, j'entends bien le dernier millénaire, pas le dernier siècle, le dernier millénaire, une des premières personnes qui a encouragé les Juifs à réintégrer la terre d'Israël, à racheter des territoires et les cultiver ici, c'est la plus grande sommité d'Algérie à Arashbetz. Au XIVe siècle, il ne s'agit pas d'aujourd'hui, au XIVe siècle, il encourage chaque juif qui a les moyens financiers d'acheter des territoires en Israël, de les acheter ici, de venir s'installer, et une partie sont venus. Ils sont arrivés en Afrique du Nord après ce qu'on appelle la première Inquisition en 1391. Vous savez qu'est-ce que c'est la première Inquisition en 1391? C'est la première après les 1390 qui ont précédé. D'accord? Alors on appelle ça la première et la deuxième, je ne sais pas pourquoi on appelle ça, justement, ma famille était, comme elle a été signalé, mais les ancêtres de la famille, deux des ancêtres de la famille, étaient les élèves du RIF en Espagne, à Lucena. C'est de là que vient notre nom d'El Ragab. Nous venions d'une petite ville qui était à côté, qui existe à l'heure actuelle, qui s'appelle aujourd'hui en prononciation espagnole Jaén, mais du temps de l'occupation arabe, ça se prononçait Jayan. Celui qui vient de là-bas s'appelait Jayani. Et c'est notre nom, Jayani. Zini, c'est les Français qui ne savaient pas écrire Jayan, ils ont écrit Zini. Ils ne savent pas grand-chose de toutes les façons, ça va nous faire des problèmes. Et on a quitté notre famille, une partie en tous les cas, une grande partie de la famille a quitté l'Espagne pour des pogroms, pour raison de pogroms, déjà il y a plus de 7 siècles. Et ils sont arrivés à Sefrou au Maroc, et mon grand-père est arrivé ensuite en Algérie. D'accord?
Mais le Rif lui-même, vous savez que si vous allez voir des Marocains, ils vont vous dire que le Rif était un Chacham marocain. Ils peuvent vous montrer sa maison à Fès. Okay? Le seul problème, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds de sa vie à Fès. Il y a sa maison là-bas, il n'a jamais mis ses pieds à Fès. Il est natif d'un petit village à côté de Constantine qui s'appelle Kalaat Hamad. C'est de là-bas qu'il vient. Il n'a jamais mis les pieds au Maroc de sa vie. Et tout le monde se trompe parce qu'il est appelé Rabbi Yitzhak El-Fassi. Pourquoi il est appelé Rabbi Yitzhak El-Fassi? Parce qu'à l'époque, le shir, il y a deux raisons à ça qui sont... Et il est possible que toutes les deux soient exactes. Une, c'est que le shir qui dominait à l'époque à la fois le Maroc et l'Algérie était le shir de Fès. Alors c'était Médinat el-Fès. Ça veut dire toute la région, l'Algérie et le Maroc, qui appelait Fès, on l'appelait El-Fassi. Et une raison qui est aussi possible, c'est que son père était originaire de Fès, c'est pour ça qu'il s'appelait, son vrai nom c'est Rabbi Yitzhak, Rabbi Yaakov El-Fassi. C'est pas lui. El-Fassi n'a jamais été au Maroc de sa vie, et il ne peut pas avoir été au Maroc, il a étudié à Kérouan en Tunisie. Chez Rabbeinu Hananeh, chez Rabbi Nissim Gaon, donc il ne peut pas être du Maroc. Il peut pas. Il peut, mais il n'était pas de là-bas. Écoutez, ce soir, je suis venu vous entretenir d'un sujet qui est important à mon avis et qui est fondamental à mes yeux. J'espère que vous serez d'accord avec moi à la fin de la conférence. Mais avant qu'on puisse l'aborder, je voudrais d'abord qu'on étudie un petit texte de Torah. D'abord, comme ça, on commence par des notions de Torah, et ensuite on parlera de quelque chose de plus actuel et des implications de tout cela dans notre vie moderne. Vous avez en face de vous un texte de Masechet Megillah, qui vient nous raconter quelque chose d'intéressant. Alors, ceux qui ont l'habitude du Talmud, ça sera assez facile. Ceux qui ont moins l'habitude, je vais essayer de traduire. N'hésitez pas à m'arrêter si par habitude j'oubliais de traduire quelque chose. D'accord? Ouais. Alors ça, dans le Talmud nous dit la chose suivante. Regardez, peut-être je vais faire une petite introduction pour faciliter les choses. Jour de Purim, nous fêtons Purim. Mais Purim se passe quelque chose d'inhabituel dans le calendrier juif. À toutes les occasions qui représentent une fête de la Torah, ou fête instituée par nos Chachamim, on dit le Hallel. Pesach on dit le Hallel, Shavuot le Hallel, à Sukkot on dit le Hallel, à Chanukah on dit le Hallel, Purim pas d'Hallel. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a une fête, on dit le Hallel. Et ici, il n'y a pas de Hallel. La question se pose dans le Talmud, elle est traitée dans le Talmud, vous allez voir comment elle est traitée, et quelles sont les implications de ça sur notre vie en tant que juif en terre d'Israël à l'heure actuelle. Vous voyez qu'a priori, il n'y a aucun rapport, mais vous allez voir quel rapport il nous revient. Regardez ce que nous dit le Talmud, à la ligne 4. Tanou Rabbana, nos Chachamim nous ont enseigné, 48 prophètes, Vesheva Niviot et 7 prophètes, des femmes, Ken Nitnabou Laim l'Israël, ont été prophètes dans le peuple juif. Il y a donc 48 hommes et 7 femmes qui ont été prophètes dans le peuple juif. Velo pachatou velo tiru al mashikatu Torah, en aucune occasion ils se sont permis de rajouter quoi que ce soit à la Torah. Qu'écrit dans la Torah, c'est ça qui nous est imposé, c'est ça que nous devons respecter. Ils n'ont pas osé ajouter quoi que ce soit. Chutz min mikra Megillah, hormis la lecture de la Megillah. D'accord? Je lis d'abord le texte comme ça dans une première lecture, ensuite on reviendra sur chaque idée afin de la préciser. Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont... là, la question se pose. Qui a le droit de se permettre de rajouter quelque chose sur la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? On vient rajouter une fête au nom de quoi? Qui permet au peuple juif de rajouter une fête sur ce que pourquoi il décidait? C'est une question théologique de base. Alors le Talmud dit, Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont? Autrement dit, comment ils ont trouvé à l'intérieur de la Torah quelque chose qui leur permettait d'instituer une fête. Pour pouvoir faire une chose pareille, il faut qu'il y ait une base dans la Torah. Quelle est-elle? C'est ce que dit le Talmud Maïdarouche, comment ils ont extrait ça de la Torah? Réponse, Amarabi Chia Barabin, Amarabi Yoshua Ben Korcha, Uma me'avdut lecherut amrinan shira, mimita lechayim la kol sheken. Comment? Me'avdut lecherut, quand on sort d'esclavage en liberté, comme à Pessah, on dit shira, autrement dire une louange à Dieu. Mimita lechayim la kol sheken, quand on est sauvé de la mort, a fortiori.
Talmud dit, vous me posez la question, vous nous posez la question, nous les Chachamim, comment on institue une chose pareille? Ben, c'est élémentaire. C'est un calvachomer évident. Comment on traduire un calvachomer? Vous m'excusez, ça fait 44 ans que j'ai pas mis les pieds en France. Je bute quelques fois sur nous. Comment? Pour raison, qu'un raisonnement a fortiori, le raisonnement a fortiori nous dit la chose suivante, quand on sort juste d'esclavage vers la liberté, on doit dire Shira, fortiori si on est sauvé, si notre vie est sauvée. D'accord? C'est la réponse du Talmud. Et à cela réagit le Talmud. Le Talmud dit, si il en est ainsi, il faudrait dire, si le raisonnement est a fortiori, pour Pesach on dit le Hallel, ici il faudrait le dire aussi, pourquoi on ne dit pas? Réponse du Talmud, les fiches on ne dit pas de Hallel pour un miracle qui a été réalisé en diaspora. Pas d'Hallel pour un pareil. Étranger, le miracle qui s'est passé en Égypte, tous les miracles en Égypte, c'est en diaspora, en exil. On dit bien l'Hallel. Alors le Talmud, évidemment, ne peut pas laisser une question pareille en plan, il va réagir tout de suite. Le Talmud dit Yetziat Misraim Denes de Chutzar Laletzechiam Linan Shira. Et l'énissime de Yetziat Misraim, de sortie d'Égypte, c'était aussi en exil. Et pourtant, on dit quand même le Hallel. Réponse du Talmud. Qui de Tanya? La réponse est la suivante, telle que nous l'ont enseigné nos Chachamim. De Tanya, c'est les Chachamim qui ont vécu pendant les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, ils sont appelés Tanaïm. D'accord? C'est un sujet en soi, on ne peut pas aborder ça. Pourquoi ils portent ce nom? C'est compliqué, mais ça, en tous les cas, c'est eux qui ont forgé toute la Torah depuis jusqu'à aujourd'hui. Tout enseignement juif, aussi bien sur le plan de la halakha que sur le plan de la pensée juive, ou même de la mystique juive, a été forgé par ces chachamim de ces 2 siècles. D'accord? Jusqu'au moment où les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, on pouvait dire Shira, autrement dit une louange à Dieu, dans n'importe quel endroit. À partir du moment où on est rentré en terre d'Israël, on ne peut pas dire Shira dans n'importe quel endroit. Juste en terre d'Israël. On va voir ensuite qu'est-ce qui se trame derrière tout ça et quelles en sont les implications pour nous. Le Talmud, ça c'est une première réponse qui est donnée par le Talmud. Maintenant, une deuxième réponse qui est la suivante. Le Talmud dit, Rav Nachman, jusqu'à maintenant on a une réponse qui a été donnée par Rabbi Yoshua ben Korcha, suivant certains dires de nos Chachamim, il s'agit du fils de Rabbi Akiva. Okay? Comment on sait que c'est le fils de Rabbi Akiva? D'accord? C'est Rabbi Akiva qui avait perdu un peu chauve, qui avait perdu ses choses, son fils était appelé Rabbi Yoshua ben Korcha. Maintenant, intervient un Chacham bien plus postérieur, Rav Nachman, on est déjà au début à la fin du 3e siècle de l'ère chrétienne, au début du 4e siècle, en Babylone. Rav Nachman dit, Karayata Zalila. Je dis, mais pourquoi poser la question, pourquoi on ne dit pas le Hallel? La lecture de la Megillah en soi, c'est déjà Hallel. On vient rapporter ici le miracle, qu'est-ce qu'on a fait, comment il nous a sauvés. C'est en soi un Hallel, on n'a pas besoin de dire le Hallel. Et à ce moment-là, réagit un Chacham dont il faut préciser la position par rapport à celui dont on vient de parler, Rav Nachman. Rava, un des plus grands Chachamim du Talmud, nous réagit à la déclaration de son maître. Rav Nachman est son maître. Il lui dit comment Bishlama Hatam, comment je comprends bien pourquoi on dit le Hallel concernant la sortie d'Égypte. Hatam, Hallelu Avde Hashem, Velo Avde Pharaon. Pourquoi on commence le Hallel? Alléluia, Alléluia, Avde Hashem. On remercie Akash Baruch Hu d'être des serviteurs de Dieu. Rava dit à son maître, excuse-moi, quand on est sorti d'Égypte, on était esclave de Pharaon. Maintenant on est sorti d'Égypte, on est des serviteurs de Dieu. Mais on n'est plus esclave de Pharaon. Mais quant à l'affaire de Purim, on a été débarrassé de Haman et du danger d'extermination. Mais on est encore esclave d'Achashverosh. On n'est pas des êtres libres. Comment on peut dire Alléluia Avde Hashem? On n'est pas Avde Hashem.
Et c'est ce qu'il lui répond, il lui dit, Ella hacha, alléluia avde Hashem velo avde Achashverosh, aketi avde Achashverosh anan. On était encore des esclaves d'Achashverosh, sous la coupe d'Achashverosh. Et le Talmud de revenir maintenant à la charge sur la base de cette idée que dans tous les cas de figure, on ne doit pas dire, tu viens de nous dire qu'on ne doit pas dire le Hallel pour quelque chose, pour un miracle qui s'est passé en exil. Alors, que ce soit pour Rav Nachman et Rava, ils sont en train de discuter, est-ce qu'on dit Alléluia Avdei Hashem, mais il reste toujours un autre problème. On est en exil, on ne doit pas dire le Hallel pour ça. Alors le Talmud dit, ben le Rava, ben le Rav Nachman Kashia, il y a encore une difficulté. Veratania, voici qu'il est précisé, on l'a vu plus haut, à partir du moment où on est rentré en terre d'Israël, on ne peut plus dire le Hallel pour quelque chose qui se passe en exil. Okay? Kevan répond, alors comment Rav Nachman et Rava envisagent de dire une louange à Dieu en exil? Réponse du Talmud, Kevan Chegalou, étant donné qu'on est reparti en exil, on s'est retrouvé en exil après la sortie d'Égypte, okay? On est revenu au point zéro. Avant de rentrer en terre d'Israël, on avait le droit de dire Shiva hors d'Israël. Une fois qu'on est rentré en Israël, on n'a plus le droit de dire Shira que qu'en étant en terre d'Israël. Mais maintenant qu'on est reparti en exil, on repart au point zéro. On a le droit de dire Shira même en exil. Une louange en exil. D'accord? Essayons de récapituler ça. Qu'est-ce que nous a dit le Talmud ici? Il y a trois opinions pour nous répondre pourquoi on ne dit pas le Hallel. D'accord? Première réponse de Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est parce qu'on ne dit pas le Hallel pour quelque chose qui s'est passé en exil. Deuxième réponse de Rava, la lecture de la Megillah en elle-même est un Hallel. Okay? Et la troisième réponse, celle de Rava, on ne peut pas lire de Hallel. Pourquoi on ne peut pas lire de Hallel? Parce que on n'était pas libéré totalement. On a été débarrassé du danger d'extermination, mais on est encore assujetti à Achashverosh. Et dans le Hallel, il commence justement par la déclaration, nous sommes serviteurs de Dieu et uniquement de Dieu. Quand on est serviteur d'Achashverosh, on n'est pas serviteur de Dieu. Voici donc trois opinions. Donc, première question qui se soulève aux yeux de quelqu'un qui s'occupe de Talmud, de Halakha. Qu'est-ce que c'est la Halakha? Quelle opinion doit être celle qui va trancher? Alors, à notre époque, un premier point. Je tiens à vous dire qu'on raconte à trop de gens des sornettes, entre autres à propos de sujets pareils. Ici, il ne s'agit pas d'une halakha, est-ce que j'ai droit de manger, j'ai pas droit de manger, c'est caché ou c'est pas caché. Il s'agit d'expliquer un comportement. D'expliquer un comportement, on peut donner une première réponse, une deuxième réponse, une troisième réponse. Il n'est pas obligé de trancher, c'est de la pensée, c'est de la réflexion, il n'y a pas lieu de trancher. Excusez-moi, c'est complètement erroné. Nos chachamim tranchent dans des affaires pareilles, exactement comme en halakha. C'est ça? C'est une façon de dire, il n'y a pas de place pour un postmodernisme chez nous. Moi, je peux penser comme ça, il peut penser comme ça, etc. On est des élèves de Moshe Rabbeinu, pas de Sartre. D'accord? Il faut trancher, il faut savoir, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Excusez-moi. Vous allez le voir tout de suite comment les grands législateurs du peuple juif tranchent. Regardez le premier d'entre eux, à la ligne 22. Voilà la faute de l'autre. Celui qui le connaît évidemment. Celui qui le connaît moins, il s'agit d'un chacham qui vit à la fin du 7e siècle de l'ère chrétienne, au début du 8e siècle de l'ère chrétienne. Son nom, il y a il y a eu des grosses discussions là-dessus, mais je vous donne la conclusion de toutes les recherches les plus sophistiquées venant de toutes parts. Il s'agit d'un chacham qui s'appelle Rabbi Shimon Kayira, qui vit en Babylonie et qui est un des premiers législateurs post-talmudiques. Le Talmud est un corpus qui n'est pas, qui est très très loin d'un Shulchan Aruch, nous stipulant qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qui nous est interdit de faire. Le Talmud aborde tous les sujets en les discutant. On entend toutes les opinions.
Et on écoute aussi toutes les discussions à l'intérieur du Beth Midrash de nos Chachamim, de toutes les générations jusqu'à la fin de la rédaction du Talmud. Mais il faut être un spécialiste de Talmud pour savoir où est comment dire ça, Shura Tartona, comment on peut traduire ça Pardon ? Le fin mot de l'histoire. D'accord, le fin mot de l'histoire, il faut être un spécialiste de ça, c'est pas toujours trivial parce que il y a une partie des informations qui se trouve quelquefois dans un traité, une autre partie dans un deuxième, troisième partie. Il faut dominer tout ça pour savoir tirer ça. Donc, après la rédaction du Talmud, il fallait que des personnes rendent ces conclusions abordables par n'importe quel juif qui n'est pas forcément un spécialiste de Talmud. Donc, des ouvrages de halakha ont commencé à être rédigés. Halachot Gedolot est un des premiers. Il n'est pas le premier, mais il est un des premiers. Il est au moins le troisième. D'accord ? En date. Je l'ai amené pour des tas de raisons, j'aurais pu amener d'autres choses. Et il nous explique la chose suivante. Regarde, puisqu'on a parlé de Terrien, une petite anecdote que j'ai profité de raconter au moment où le Terrien a fait une soirée pour me remercier pour mes services, etc. J'ai profité de régler quelques comptes. Non, mais c'est vrai, avec les Juifs, il faut toujours régler les comptes parce que sinon ils vous oublient. J'ai raconté quand j'étais nommé rabbin, j'étais voir le doyen du département de Limoudim Clévy. C'est un département où vous pouvez étudier n'importe quoi, de l'archéologie sous-marine, de la course sur chevaux, du chinois et même du Talmud. Et de la pensée juive. Je suis allé le voir pour lui dire, écoute, ils sont des ignorants finis ici, laisse-moi faire un cours de Talmud, un cours de pensée juive, qui c'est au moins une base minimale. Le doyen à l'époque était un personnage avec une histoire extrêmement compliquée. Il est né dans un judaïsme extrêmement orthodoxe en Hongrie. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est l'histoire un petit peu du judaïsme hongrois. Des gens extrêmement religieux, mais fumant antisionistes. Et il est né là-dedans à l'âge assez bas, en âge assez bas. Il a été emmené dans les camps. Évidemment, sa présence dans les camps l'a éloigné du judaïsme. Il est venu en Israël. Il a fait ici un doctorat et il a passé toute sa vie à s'occuper d'identité juive. Vous voyez, le juif qui perd son identité juive, ensuite il la cherche dans les ouvrages. Bon. C'est pas le premier, c'est pas le dernier vraisemblablement. Mais il a été, tout de suite, il a eu une réaction positive. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi, tu peux faire un cours de pensée juive, un cours de Talmud. Le cours de pensée juive a été accepté. Tout de suite, il y a une commission supérieure au Technion qui s'appelle Varada Merakez, qui déclare est-ce qu'un cours est acceptable ou pas. Le cours de pensée juive, ils l'ont accepté tout de suite. Le cours de Talmud, ils ne l'ont pas accepté. Pourquoi ? Ils demandaient que je joigne au syllabus que j'avais donné. Comment on appelle ça en français, littérature recommandée ou quelque chose comme ça. J'ai pas écrit bibliographie, quoi. Le Talmud, le cours de Talmud, qu'est-ce que je vais donner comme bibliographie? La commission m'a renvoyé une lettre en me disant on ne peut pas vous donner ça parce qu'il n'y a pas de bibliographie. Le doyen a reçu une copie de la lettre. Il m'a dit Rav Zini ne répond pas, c'est moi qui vais répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre à la commission supérieure en disant, il a pris tout mon syllabus, il n'a pas ajouté un mot, il n'a pas enlevé un mot, il a rajouté juste une référence. Référence bibliographique, Talmud, endroit d'édition Babel, année 436. Attendez, le plus brillant, c'est la chose suivante. Le Technion a accepté ça. Vous voyez avec quel bande d'idiots on a affaire? C'était doublement erroné. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas en 436 qu'il a été clos le Talmud, c'est en 500. Il y a des gens qui croyaient pendant longtemps, on a cru que c'était en 436, il s'avère que c'est en 500, c'est pas grave, c'est un autre. Bon, revenons à notre sujet maintenant. Regardez ici comment les Chachamim tranchent cette histoire. À la ligne 22, Halachot Gedolot sur le Chacham, Velamrinan Halel Bepurim, on ne dit pas le Halel Bepurim, Maïtama. Pourquoi? Quelle est la raison? Kriyat Megillah Zoya Lila. La lecture de la Megillah elle-même, c'est le Halel.
C'est l'opinion qu'avait présentée Rav Nachman. D'accord? Et il n'est pas le seul à le dire. Je vous amène un deuxième témoin, ça suffira. Harambam lui-même, Maïmonide, Velo tiknu alel bepurim, shekiat Megillah ou alel. Jusque-là, rien de choquant, sauf un point. Quand on est talmudiste, on saute en l'air. Là, on ne comprend plus rien du tout. Si la halakha est tranchée comme Rav Nachman, alors là, on ne comprend plus. Pourquoi? De deux choses. Ou on tranche la halakha comme le chacham le plus grand parmi les trois, et c'est Rabbi Yoshua ben Korcha qui est un Tana, ou bien on tranche la halakha comme le dernier des chachamim, il y a un clan de Talmud, il cheta kebatroya halakha comme les acharot. D'accord? Et qui c'est le dernier? C'est Rabat. Mais faire la halakha comme Rav Nachman, ça on ne comprend pas. Impossible de comprendre. Alors regardez, et ça va, on va le voir tout de suite. Je ne suis pas la première personne à sentir qu'il y a ici une problématique. Regardez le rif dont nous venons de parler maintenant. Il y a un point d'Erhagab qui aurait été important de préciser, j'ai oublié. Le rif a servi de rabbin en Algérie à Karaat Hamad jusqu'à l'âge de 75 ans. À 75 ans, il doit quitter brusquement l'Algérie et il s'enfuit en Espagne. Vous savez pourquoi? Parce que des Juifs ont été les Alchin Negdo, les Arabes. Je ne sais pas traduire. Le dénoncer, ils sont allés le dénoncer, ce qu'il n'avait jamais fait évidemment. Ils sont allés le dénoncer, il a dû fuir. Pourquoi je précise ça? Il faut que nous sachions, très souvent nous posons certaines questions, pourquoi le judaïsme n'a pas continué, pourquoi il n'a pas persévéré, etc. Il faut qu'on sache aussi qu'on a eu un comportement vis-à-vis de nos maîtres qui n'a pas toujours été ce qu'il devait être. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Et le RIF est arrivé en Espagne, mais évidemment ça a sauvé ensuite tout le judaïsme mondial. Parce qu'il a été nommé à la tête de la yeshiva à Lucena, s'appelle Al-Licena à l'époque. Et pour que vous sachiez qu'il a été d'abord recommencer une vie à l'âge de 75 ans, remonter un monde de Torah, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça signifie? C'est pas du tout trivial. Et il va quitter ce monde quand il va avoir 93 ou 94 ans. Sur son lit de mort, il appelle tous ses élèves. Un d'entre eux est son fils. Imaginez que si le père a 93 ans, 94 ans, le fils a au moins 70. Vous êtes d'accord? Okay? Et à côté de ça, il y a un autre élève qui s'appelle Rabbi Yosef Ibn Migas, okay? Qui est un de ses élèves qui a 25 ans. Sur son lit de mort, il dit, je vous préviens, vous nommez à la tête de la yeshiva, après mon décès, Rabbi Yosef Ibn Migas, vous nommez pas mon fils, parce que Rabbi Yosef Migas, c'est plus grand Talmid Chacham que mon fils. Que vous sachiez qu'est-ce que c'est un vrai Talmid Chacham. Il ne tient pas compte, famille, pas famille, ça ne joue pas ça. Vous comprenez pourquoi on a été le dénoncer? T'es trop droit. Archav, revenons à notre sujet. Regardez comment le Rif nous présente ça. Il rapporte tout le texte du Talmud, Abaï Mushmon et Nevi'im, etc. On ne va pas tout relire. Et regardez, lisons à la ligne 35, il rapporte tout le texte du Talmud, parce que sa façon de trancher la halakha, c'est de faire un espèce de résumé du texte talmudique, où se trouve à la fin le fin mot de l'histoire, comme dit David. Okay? Arshav, à peu près à la ligne 34, qui détania, Shelo baou la Israël ou Ksheru kol ha'aratzot, lomar ba'em shira, mishenichnesu Israël la'aretz, lo Ksheru kol ha'aratzot, lomar ba'em shira. Et voici Rav Nachman, Reshnoud c'est Rav Nachman, Amakri Atazoy Halila, c'est la lecture de la Megillah, c'est Halila. Matkif la Rava. Et ici, Rava pose une question à son maître, il rapporte la question de Rava à son maître, Midame, Bishlama Hatam Alelu Abdi Hashem, et la même question qui est posée dans le Talmud, okay? Elle est là, mais avec une différence, vous avez vu que j'ai mis l'accent sur quelques mots, sur 3 mots. Matkif la Rava. Celui qui veut faire un petit effort, il a qu'à essayer de voir à la ligne 15. Regardez que le Rif dit Matkif la Rava et là-bas, c'est pas marqué Matkif la Rava. Il avait un autre texte, une différence dans le texte. Chez nous, il dit ça. Et ça a une implication énorme.
Parce que Amar Rava, quand on dit Amar Rava, ça signifie, bon, il y a un Chacham qui dit blanc, et il y a un autre Chacham qui dit jaune ou vert. À nous de choisir sur la base de tel ou tel critère. Mais quand on dit matkif, ça signifie qu'il attaque l'autre conception. Ce n'est plus du tout deux conceptions parallèles, c'est une qui est attaquée par l'autre. Et ça veut dire que Rava rejette la conception de Rav Nachman. Ce n'est plus qu'il présente une autre conception seulement, mais il repousse celle de son maître. D'accord? Et le Rif, nous, à cette lecture du Talmud, Matkif la Rava, pas Amar Rava. D'accord? Et ça change tout sur le plan talmudique. Quelle est la conclusion donc du Rif? Que la halakha, c'est pas comme Rav Nachman, ni comme Rambam, ni comme Baal Halachot Gedolot, la halakha est comme Rava. On ne dit pas le Hallel, parce qu'en Gola, à l'affaire de Purim, on était encore assujetti à Achashverosh. D'accord? Et il n'est pas le seul à le dire. Regardez, on arrive ici à la ligne 41. À la ligne 41, vous avez un extrait d'un des premiers livres de prière qui a été publié dans les 1500 dernières années, depuis la clôture du Talmud. Ce livre a été rédigé, vous savez peut-être, il y avait 2 centres de Torah gigantesques en Babylonie, qui datent depuis 1800 ans. Un dans une ville qui s'appelait Soura, dans une autre qui s'appelait Pumpedita, à côté Yatmea, c'est pas très loin l'un de l'autre, peu importe, mais il y a 2 centres énormes de Torah, un Soura et un Pumpedita. D'accord? À la tête de la yeshiva de Soura se tient au 8e siècle de l'ère chrétienne, dans la première moitié du 8e siècle, un chacham qui s'appelle Rav Amram Gaon. En Espagne, à Alicena, d'où vient ma famille et d'où vient le Rif exactement, où était le Rif, 2 siècles avant que le Rif arrive là-bas, les juifs de la communauté, comme tous chez les bons juifs, se disputent qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire, qu'est-ce qui est le texte normal, qu'est-ce qui n'est pas le texte normal, pour essayer de régler les problèmes. Ils font ce qu'on faisait à l'époque, ils écrivent une lettre au grand centre de Soura, celui qui est à la tête c'est Rav Amram Gaon, et il lui demande, dites-nous quel doit être le nossar de la tfila. Et il leur envoyait une lettre, une petite lettre de 250 pages. Où il y a toute la tfila, tout ce qu'il faut lire, tout ce qu'il ne faut pas lire, et quand est-ce qu'on lit ça, quand est-ce qu'on lit pas ça, etc. Ça s'appelle le Sidour de Rav Amram Gaon, qui est le Sidour de base de toutes les communautés du peuple juif. Ça a été envoyé en Espagne, mais évidemment il s'est répandu dans toutes les communautés juives. Il y avait d'autres Sidourim qui en parallèle avaient aussi un poids énorme, comme celui qui a été rédigé un peu plus tard par Rabbeinu Sarajevo. Mais celui qui a eu la primauté quasiment partout, c'est celui de Rabbeinu Amram Gaon. D'accord? Alors regardez ce qu'il nous raconte justement, quelle est sa position dans ce texte-là. Dans cette problématique que nous avons trouvée. Et on va avoir des surprises ici. À la ligne 41, Ve'en omrim Hallel bePurim, on ne lit pas le Hallel bePurim. Pourquoi Ma'ataram? Quelle en est la raison? Les fiches en omrim Hallel al nesh shebechutz ha'aretz. Autrement dit, regardez ce qui se passe. Ce que le Rif a dit, que la halakha, c'est pas parce que la lecture de la Megillah est en soi un Hallel, qu'on ne lit pas le Hallel, comme l'on dit à Rambam, Balachot, Gedolot, etc. Mais c'est parce qu'on ne lit pas le Hallel pour un es de Bokotzalarets. Les fichach, et regardez ici, le Rav nous jette une véritable bombe. Intellectuellement parlant, il n'y a pas d'autre terme pour ça. Les fichach nous fait la dame al parab Purim. Il faisait Tachanoun et Nefilat Apayim jour de Purim. Quelque chose qui nous semble une absurdité aujourd'hui, c'est un jour de fête. Faire Nefilat Apayim et Tachanoun à la yeshiva de Soura. Vichach Amar Avram Bal Sheshna, c'est son nom, c'est le nom de son père, il s'appelait Sheshna. Okay? Tu vois que le nom de Shoshana est assez lointain. Achab, Resh Metifta, à la tête de la yeshiva, Kach minhag bemetifta, c'est le minhag, l'habitude de la yeshiva metifta, ce qu'ils appelaient yeshiva, j'ai oublié de... Ça c'est un point important, parce qu'au cas où c'est pas clair pour tout le monde,
Ce qu'on appelle à l'époque Metivta, qui est en araméen la traduction du terme yeshiva, n'a rien à voir avec la notion de yeshiva d'aujourd'hui. Même la notion de yeshiva n'a aucun sens. Maintenant, on s'en sert comme ça par sens figuré ou sens figuré. Le terme yeshiva, par le passé, désignait yeshiva de Betadin. C'est un Bedin. C'est pas une yeshiva, un centre d'études. Et comment on est passé de l'un à l'autre? Eh bien, c'est très simple. À l'époque, on étudiait. Où c'est qu'on étudiait la Torah? Il n'y avait pas un centre de Torah et à part ça le Bedin. Là où il y avait le Bedin, c'est là-bas qu'on étudie Torah. Les gens voyaient sur le terrain comment on fait la Kalakha. Plus tard, c'est devenu un système académique. D'accord? C'est comme quelqu'un qui étudie au Technion Mendes, ou bien un médecin. Une fois qu'il arrive, quand il est médecin, il arrive à l'hôpital, on lui dit, bon, maintenant, une fois que tu as fini ton diplôme, tu vas commencer à apprendre ce que tu sais rien jusqu'à maintenant. L'ingénieur, la même chose. D'accord? Tu as appris quelque chose de théorique. Maintenant, on va t'apprendre à travailler. Tu recommences tout à zéro. Justement, dans la conception juive, on ne laisse pas ça. Un jour, le grand rabbin d'Israël, le Rav Shapira, j'étais dans son bureau, il me dit, alors Vini, tu te connais en Shrita? J'ai rigolé. Il me dit, pourquoi tu rigoles? Je lui dis, à l'âge de 6 ans, mon père, il me prenait à l'abattoir, il me dit, fais attention ici, garde la bête là pour que le boucher, il fasse pas du trafic pendant que je suis en train de faire Shrita d'une autre bête. À l'âge de 6 ans. À l'âge de 9 ans, je gardais les morts. Je lisais Teilim. Maintenant, quand ils doivent emmener un enfant à une levaya ou à la crème, ils ont peur, à l'âge de 15 ans, ça va être un traumatisme. C'est littéraire, ça. Ça permet aux gens de se servir un peu de Valium, d'aspirine. Revenons à notre sujet. Il disait, voici le minag. Donc quand il dit c'est le minag à la yeshiva, c'est pas juste la yeshiva, ça veut dire au centre qui tranche le halakha. D'accord? Car minag bemetivta, chez Yordi Matanaim Lifna Gaon Vavot Bateadin, les Talmidei Chachamim ne rentrent pas dans ce détail parce que c'est très compliqué. Vechol yeshiva kulam evakshim rachamim arbe. Ils demandent rachamim Lifna Kadosh Baruch Hu, ils implorent la miséricorde de Dieu jour de Purim. Ça nous semble une absurdité. Ça ne correspond pas du tout à la conception que nous avons de Purim. Chez Endome Purim, les Cholamoadim et Chanukah, il dit ça ne ressemble pas Purim à aucune des autres fêtes. Chez Bekula, Manu Gomrim et Tehalel, Veomrim Zayom Asa Hashem, Veilou Bepurim et Nanu Omrim. On ne dit pas ça. Veafalpi, chez Mishum, chez Omrim Allel, Ken, chez Mishum, chez Omrim Allel, Hashem Nes, chez Bechut Aretz, sauf, Anaknu Omrim Zayom Nes. Quoique nous ne disions pas le Hallel parce que c'est un nes qui a été fait en exil, c'est quand même un jour de fête. Venigalu bo Israël milarog lashmid, utsichim anu levakesh rachamim, et nous devons demander miséricorde devant Dieu, chez Yifdenu, veyigalenu ba'acharona kebarishona, et qui nous délivre à la fin, c'est-à-dire à la fin des temps, comme il l'a fait à l'époque. Autrement dit, à la yeshiva de Soura, nous sommes il y a de cela 1200 ans. On dit Tachanoun jour de Purim, et le Gaon de nous expliquer pourquoi, c'est lui qui est à la tête de ce monde de Torah, de tout ce monde de Torah, nous explique parce que nous demandons miséricorde, que Dieu nous sorte de là, comme il nous a sortis par le passé. Regardez donc que la conception du Rif est partagée par d'autres Talmidei Chachamim, mais il y en a tant d'autres, beaucoup d'autres. Okay? Et je vais vous en donner 2 ou 3 exemples. Et on va faire une petite interruption parce que tout de suite, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que ça signifie ça. D'abord, cette conception-là, qu'est-ce que ça signifie la lecture de la Megillah et le Hallel? Si je lis la Megillah, j'ai raconté tous les événements, nous avons raconté notre sauvetage, comment Dieu est intervenu dans les coulisses et nous a sauvés de toute cette catastrophe qui s'apprêtait à s'abattre sur nous. D'accord? Et en cela, nous mettons en évidence l'intervention divine. C'est donc une certaine louange à Akash Baruch Hu. Le Rava, l'élève même de Rav Nachman, dit non, tu ne peux pas dire le Hallel. Il n'y a rien à voir entre la Megillah et le Hallel. Dans le Hallel, il y a écrit Allélu Avdei Hashem. Tu n'es pas Avdei Hashem. Tu es encore assujetti à Achashverosh. Qu'est-ce que ça signifie ça?
Vous m'excuserez si je vous secoue, mais j'ai pas le choix. Vous allez comprendre quelle est la problématique d'un NES réalisé en diaspora. Dites-moi, quel a été le prix pour notre sauvetage? On a été sauvés de l'extermination pour l'affaire de Purim. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a été sauvés. Comment on a été sauvés? On a échappé de justesse. Mais quel a été le prix à payer? Que Esther, la tzaddik, elle doit supporter cette ordure d'Achashverosh toute sa vie. On a oublié ça. On se rappelle juste du fait qu'on a été sauvé. Mais quel est le prix à côté? Vous comprenez qu'est-ce que ça signifie un nes de galout? C'est ça un nes de galout, il y a toujours un prix à payer. Jamais c'est un nes qui est un miracle qui est tout à fait miracle. Et il est toujours entaché. Et il est entaché doublement. Il est entaché par le miracle en lui-même est entaché, et je vais vous expliquer comment. Et il y a autre chose. C'est bien gentil, on est là-bas. Mais on a assujetti à Achashverosh, comme on peut dire Alléluia Avdei Hashem. C'est une autre façon de dire qu'un juif en diaspora n'est jamais un personnage libre. Il est un esclave. Manitou plaisantait quelquefois. On disait par le passé, il y avait le mythe du juif errant. Aujourd'hui, il y a le juif du Mitterrand. D'accord? Un juif en exil est un esclave, même quand il ne sait pas. Et ça, c'est le sujet que je veux aborder maintenant. Mais je voulais qu'on le voit dans la Torah. Vous comprenez maintenant pourquoi Yeshiva Tzura faisait Tachanun le jour de Purim? Parce qu'ils étaient conscients du double aspect du miracle. Il y a un sauvetage, mais avec un prix énorme. Et un prix avilissant. Il faisait Tachanun et priait que Dieu nous sorte de la pavétard. Il doit nous sortir. On est encore en train de payer ce prix-là. En permanence, on paye ce prix-là. Je suppose que parmi toutes les personnes qui sont ici, certains sont sûrement au courant de ce qui s'est passé lorsque Sharon était en visite en France. De vous dire personnellement, je ne suis pas un grand chassid de Sharon après ce qu'il a fait au Gush Katif. Je vous dis directement, je ne peux pas en entendre parler. En peinture. D'accord? Mais ici, ça n'a rien à voir avec son comportement. Il est venu en France, il a eu le courage, ou peut-être l'audace, ou même l'insolence, si vous voulez, d'encourager les Juifs à venir en Israël. Qu'a fait un rabbin de France? T'allais voir Mitterrand avec un groupe, t'allais voir Mitterrand pour lui dire c'est contraire à la Torah. Pardon? Ça change rien. Ça change rien. Non, je parle de Sharon, je ne me rappelle pas de quand. Non, j'ai parlé de Mitterrand, ça n'a rien à voir. Il est allé voir le président. Ah, parce que j'ai dit quelqu'un, excusez-moi. Il est allé voir c'était Chirac, effectivement. Il est allé voir Chirac, ils sont allés voir Chirac en disant c'est contraire à la Torah. Alors écoutez, quand j'ai vu ça, d'un côté j'ai dit bon, c'est quelqu'un d'inconscient de ce qu'il fait, c'est un manque de responsabilité totale, mais je me suis rappelé, voilà, c'est un juif esclave. Tu vas dire, tu vas essayer de te justifier vis-à-vis ce qu'on appelle en hébreu le parit, c'est-à-dire le seigneur de l'endroit, comme au Moyen-Âge. Ça va pas, non? Mais c'est ça le juif d'exil. Mais croyez-moi que vous trompiez, c'est pas juste en France. Est-ce que vous savez que Israël, vous savez sûrement qu'Israël a construit, a commencé à construire il y a de cela à peu près 25 ans, un avion militaire, comment il s'appelle encore? Le Lavi, okay. Et ce Lavi-là a été appelé à détrôner le F-16. Il a été justement conçu par des gens qui ont fait leurs études, au technien, etc. Et vous savez comment il a été abattu, c'est le cas de le dire. Les deux plus grandes industries américaines, General Dynamics et General Motors, qui se sentaient les premières menacées, parce qu'une fabriquait l'avion, l'autre fabriquait le moteur,
on fait pression sur le Pentagone pour qu'il empêche la fabrication de cet avion qui aurait conféré à Israël une très grande indépendance militaire. D'accord? Mais qui c'est qui a été leur porte-parole? Un juif avec un diplôme de rabbin de Yeshiva University à New York. Vous le connaissez, il est encore au Pentagone, il se promène maintenant, comme il s'appelle, Jack... je me rappelle pas. Peu importe. Le rédacteur en chef de Maariv le rencontre un jour ici à Tel Aviv. Ils prennent un café ensemble à Sderot de Ibn Gavirol. Il lui dit, un juif comme toi, il nous fait une chose pareille, il fera la chose de nous. Quelle a été la réponse? Il dit, mais tu as oublié, moi je suis un citoyen américain. Bien sûr. Vous comprenez qu'est-ce que veut dire là-bas quand on dit, il a dit, on est des esclaves d'Achashverosh? C'est ça l'esclavage. La mentalité du juif soumis au goy en diaspora. Vous savez comment on dit quelqu'un de très riche en Israël? En hébreu, pas en Israël, durant toute notre histoire, comment on appelle? Ashir ke Korach. Quel lien entre Korach et le Rosh? On connaît Korach comme celui qui a déchiré le peuple juif. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Rosh? Et parce que les gens ne savent pas qu'il était le ministre des Finances de Pharaon. Mais vous savez qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire la chose suivante, qu'on peut être ministre des Finances et être un esclave. C'est ça la mentalité d'esclave. Ce n'est pas une position sociale qui décrète est-ce que quelqu'un est libre ou il n'est pas. C'est sa mentalité. Est-ce qu'il a une mentalité d'esclave ou il a une autre mentalité? Et en exil, ne pas avoir une mentalité d'esclave, c'est très difficile. Quasiment impossible. C'est ce que répond Rava. Et maintenant, je vous ajoute un point important. Il y a encore 2 ou 3 mékorotes. Vous avez 3 mékorotes. Un du Talmud. Okay? Un du Talmud israélien, un de Marzor Viti, un de Psikta Rabati. Les 3 amenant les références du Talmud, je vous dis oralement, chacun pourra le lire à sa façon, au moment où vous aurez un temps libre. Ces 3 références, qui toutes les 3 proviennent de sources d'Israël, toutes les 3 sont formelles. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à Purim? Il n'y a pas de discussion. 2 raisons. On ne fait pas de Hallel pour un S en route Haaretz. Et deuxièmement, en route Haaretz, on a assujetti au Goyim. L'écoute à point final, il n'y a même pas de discussion. Mais maintenant, comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est le point important à mes yeux, sur lequel je suis venu vous entretenir ce soir. Il n'y a qu'en Israël qu'on peut avoir une mentalité de Torah exacte. On ne peut pas avoir une Torah adéquate en exil. Impossible. C'est seulement en Israël qu'on peut aborder la Torah de façon adéquate. Vous me direz que Rav Nachman ne sait pas de quoi il parle. Non, pas du tout. Pour un juif d'exil, lire la Megillah, c'est déjà un certain Hallel. Il faut un courage pour aller dire au Goïm, écoutez, on est sorti de nos mains. On a même aussi réglé un peu les comptes. Il y a quelques semaines, les Iraniens ont dit que si on rentrait à Har Habayit, ici à Jérusalem, ils vont aller détruire les 2 pogromistes, les tombeaux des 2 pogromistes, Mordechai et Esther. Ils se sont servis du terme pogromiste. Bon, parce qu'ils ont donné l'ordre de liquider les antisémites dangereux à l'époque. D'accord? Et c'est porté par écrit, posé par écrit dans la Megillah. Il faut aussi un certain courage pour lire la Megillah. Alors, il y a un certain sens à la conception de Rav Nachman, que c'est aussi un certain Hallel. C'est loin d'être ce qui doit être. Et ils l'ont bien exprimé, les Chachamim de Soura, en disant, nous, on fait Tachanoun, on fait la fête, on fait Tachanoun. Il y a 2 aspects. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Permettez-moi de vous dire la chose suivante. J'espère que ce que je dis ne sera jamais en porte-à-faux par rapport à ce que dit Arav Manrali. En arrivant en Israël, nous vivons un autre judaïsme. Il faut que chacun d'entre nous en prenne conscience. Le judaïsme tel que nous l'avons vécu en exil, fini, terminé.
Et n'essayez pas de faire revivre tout. Il y a des choses qu'il faut faire indéniablement revivre. Non seulement revivre, il faut maintenir indéniablement, mais il y a des choses qui doivent passer une certaine transformation. Et je voudrais aborder ici un point plus sérieux. Et non seulement ce qui doit être fait, mais aussi qu'on prenne conscience. Israël est en pleine crise maintenant. Le monde entier est en pleine crise et Israël également. Dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de crise. Que ce soit financier, que ce soit intellectuel, que ce soit moral, que ce soit sociologique. Il y a partout des problèmes. À ma connaissance, il n'y a jamais eu une époque aussi tourmentée que notre époque depuis 2000 ans. Au moins 2000 ans. Maintenant, nous, en tant que peuple juif, nous nous retrouvons ici en terre d'Israël. Chacun vient d'un certain monde juif et vient s'installer en Israël. Il a toujours une certaine aspiration à continuer ce qui a été sa vie par le passé. Ça ne marchera pas. Ça peut marcher à la rigueur pour ceux qui ont vécu sérieusement en diaspora ce qu'ils ont vécu. Ça ne passera à aucun des enfants. Aucun des enfants, ça passera. Et il y a ici une grosse problématique. Les gens qui arrivent de l'étranger s'insèrent dans ce qui est existant ici, tel qu'il est. Pourquoi on a une affection de tout le monde ici, je suis sûr que là-dessus il n'y aura aucune divergence d'opinion. Nous avons tous un sentiment extrêmement profond vis-à-vis d'Israël. Surtout le judaïsme francophone, le judaïsme nord-africain, etc. On a un attachement particulier à la terre d'Israël. Et on a un amour pour la terre d'Israël. Le sionisme est pour nous, chez la quasi-totalité des gens normaux, en tous les cas, parmi nous, quelque chose qui fait partie intégrale de notre conception, de notre façon de voir les choses. Mais sur la base de ça, on arrive ici et on accepte les choses telles qu'elles sont. Je vous dis tout de suite, on ne peut pas continuer comme ça. La société israélienne est déchirée, on a un rôle à jouer là-bas. Nous avons un rôle à remplir ici. Nous venons d'un judaïsme qui a, sur certains points, a énormément à conférer à la vie israélienne. Et on est plus apte que beaucoup d'autres à le faire. De quoi s'agit-il? Sur plusieurs points. D'abord, un premier point, nous n'avons pas ces déchirures existentielles qui sont l'apanage de la quasi-totalité de la société israélienne. Quand quelqu'un il est très religieux, il ne peut pas aller à l'université. Quand il est à l'université, il ne peut pas être très religieux. Ça ne nous concerne pas, nous. C'est pas notre monde, on n'a pas de problème. Mais c'est en Israël, ils sont en train de s'entretuer en permanence. Quand on va à l'armée, alors on n'est pas religieux. Quand on est religieux, on ne va pas à l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire, ces sornettes-là? Ça fait pas partie de notre monde. C'est pas de chez nous, ça. Seulement, tous vos enfants sont dans des cadres scolaires que vous ne dominez pas. C'est eux qui forgent l'esprit de vos enfants. Et le jour où vous en apercevez, trop tard. Je suis venu ici mettre en garde, si vous me permettez, si alors vous marchez vite. Je suis venu mettre en garde. Vous ne pouvez pas, abandonner vos enfants au système éducatif. Il faudrait un lobbying pour ça. Pardon? Excusez-moi. Il faudrait un lobbying qui n'est pas suffisamment puissant encore. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs francophones, franco-français, il n'y a pas assez d'effectifs ici pour avoir du poids sur les décisions qui se passent au plus haut niveau de l'État. Vous me permettez, je serai... Alors, je vais vous expliquer. D'abord, c'est inexact ce que vous dites, permettez-moi. Ça semble être, comme vous le dites, mais ce n'est pas tout à fait vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant d'expliquer pourquoi, je veux d'abord vous dire autre chose. Il y a un de nos enfants qui doit aller dans une yeshiva, maintenant. Qui est la famille qui a dit à ses enfants, mais va dans une yeshiva où tu continues le patrimoine de tes ancêtres? On ne leur dit pas ça. On les laisse aller n'importe où. C'est un scandale, excusez-moi, c'est un scandale. Vous savez pourquoi j'ai monté une yeshiva? Quand j'ai monté la yeshiva, j'étais encore au Terrien. Je parlais quelques minutes avant la conférence avec Modorav. Je lui ai expliqué, vous savez, le Terrien est une ville de 30 000 personnes, et chaque personne représente une famille en général. Sauf peut-être les étudiants, encore pas mariés, mais ils font quand même partie d'une famille. Il y a 3500 enseignants et secrétaires, et j'en passe et des meilleurs. C'est 3500 familles. C'est un travail énorme, à part ça, il y a la communauté, à part ça, la yeshiva.
C'était démentiel pour moi d'ouvrir une yeshiva. Pourquoi j'ai ouvert une yeshiva? Mais parce que j'ai vu nos jeunes aller dans un endroit où on leur donne une éducation qui n'est pas la nôtre. J'ai dit, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Permettez-moi d'être pas poli, de dire des choses que je ne devrais pas dire. Je ne reçois pas de salaire à la yeshiva. Je n'ai pas monté la yeshiva pour gagner de l'argent. Je ne reçois pas un centime de la yeshiva. J'ai monté parce que pour moi, c'était un objectif éducatif essentiel. Ça me coûte des efforts et pour ça, il faut aller se coucher à 2 h du matin. C'est tout. Avant, on allait se coucher à minuit et demi. Et depuis la yeshiva, c'est à 2 h, 2 h 30. C'est tout. C'est comme ça qu'on monte une yeshiva. C'est pas autrement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire de continuer le patrimoine? Alors là, vous voyez, vous soulevez une question. Je ne sais pas combien j'ai de temps, alors je vous explique. Alors, je vous explique. Chaque communauté juive a un passé et un patrimoine particulier. Il y a énormément de choses communes entre toutes les communautés, mais il y a énormément de choses différentes. Il faut absolument que rien ne parte à la dérive. De toutes les communautés, pas juste de certaines communautés, de toutes les communautés et de toutes les conceptions. Chacun a quelque chose de particulier que l'autre n'a pas gardé. En diaspora, on ne maintient pas un judaïsme intégral. Il est toujours entamé. Que ce soit en Europe, en Afrique, au Yémen, en Argentine, j'en sais rien, ou aux États-Unis, où vous voulez. Ça ne sera jamais un judaïsme intégral. Il faut justement qu'on puisse ici un jour arriver à un judaïsme qui est à même d'intégrer tous les aspects positifs de chaque judaïsme. Mais sans mésestimer chaque élément qui se trouve chez l'un et qui n'est pas chez l'autre. Alors je vous ai donné un exemple maintenant. Le judaïsme francophone ne connaît pas ces déchirures et il y a ça plusieurs raisons. Que ça soit chez les Sfaradim ou chez les Ashkenazim, ils ne connaissent pas ça. Vous savez grâce à quoi? Grâce au fait que la France a permis justement la rencontre entre Sfaradim et Ashkenazim. Avant Israël. Elle a permis ça. C'est pour ça que dans la yeshiva chez nous, chaque talmid fait la prière à la façon dont il a l'habitude. Si l'Ashkenaz fait la prière à l'Ashkenaz, si l'Sfarad fait la prière à l'Sfarad. C'est ça. Et Shabbatot, il y a plusieurs minyanim. Bon, parce que Shabbat ou Yamin Tov, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des minyanim. Il y a des minyanim, chacun fait sa prière à sa façon, mais tout le monde termine en même temps. Il y a un minyan Ashkenaz, un minyan Sfaradi et un minyan Yéménite. Tous les trois terminent en même temps pour pouvoir suivre le cours tous ensemble. Étude de la Torah, tout le monde est là. Ah, il veut chanter comme ça, il veut chanter comme ça, il veut lire ce morceau, puis le morceau, c'est... Je ne mésestime pas ça parce que chaque texte de la prière, c'est aussi un message. D'accord? Ça, c'est un sujet. Vous m'avez dit qu'est-ce que c'est un patrimoine. C'est un message. Si je lis ça, je ne lis pas autre chose, c'est parce qu'à une certaine période de l'histoire, quelque chose s'est passé. Et les chachamim de l'endroit ont décidé qu'il faut dire comme ça ou autrement pour exprimer ce qui s'est passé. Ça ne doit pas partir à la dérive en aucune façon. Il faut savoir être capable d'intégrer. C'est pas toujours simple, c'est pas trivial, mais il ne faut pas que des choses partent à la dérive. Et maintenant, en tous les cas, sur le point essentiel, le monde francophone peut enseigner au monde israélien à être sioniste, religieux et sérieux dans les deux domaines. On est à même de le faire plus que toute autre personne. On n'a pas de problème avec le sionisme, on n'a pas de problème avec Tzahal, on n'a pas de problème avec l'universitaire, on n'a pas de problème avec la Torah. Pardon? J'ai pas entendu. Comment les études rentrent dans ce cadre? Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai changé d'habillement à la porte du Technion? J'ai enseigné 43 ans au Technion des maths. Je comprends pas. C'est 43 ans. Et pendant 33 ans, j'étais rabbin. Vous ne savez pas en plus quel plaisir j'avais de rentrer dans une classe au Technion où il y avait des tas de laïcs anti-religieux. Juste, je rentrais, ils étaient au bord de l'apoplexie. Mais écoutez, vous ne savez pas quel plaisir ça confère. Et en plus, ça donne du subsistance aux médecins.
Vous savez qu'il fallait casser ça, croyez-moi, maintenant je présente ça en plaisantant. Vous savez que c'était toute une histoire. Vous savez comment j'étais accueilli au Technion, je vais vous raconter. C'est important. Et pourquoi je suis au Technion? Si j'étais pas fou, j'aurais pas été au Technion. J'étais en France dans les années, j'ai commencé mon doctorat en 68 en France. Je suis un des plus grands mathématiciens de l'époque dans un domaine, mais je faisais un doctorat en maths pure et je faisais aussi un doctorat en maths appliquées. J'avais 2 directeurs de thèse. Le chef de recherche, le directeur de recherche en maths pure était un Goth. Mais celui qui était le directeur de thèse en maths appliquées était un juif religieux. Et après 67, c'était clair que je fais ma alia et ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. D'accord? Et j'attendais juste une chose parce que j'avais décidé de me marier avec quelqu'un et j'ai attendu que la date du mariage puisse se présenter. Une fois que la date arrive, j'ai décidé, on fait notre alia, on se marie là-bas et on reste là-bas. Point final. D'accord? J'ai fait ça de façon très intéressante. Je suis arrivé ici un dimanche, je n'avais pas encore de dossier au rabbinat. Lundi matin, je vais chez le rabbinat, je demande à me marier, qui devait marier le grand rabbin de Jérusalem, le rapporteur du Grand Rabbin. Je lui dis, écoute, voilà, ils ne veulent pas m'inscrire ici. Il me dit, va au bureau. Et je vais au bureau. Je vais là-bas, ils me disent, amenez 2 témoins que vous êtes célibataire et que vous êtes juif. Je venais d'atterrir d'où je connais des gens. Je dis à la personne qui s'occupe du dossier, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, descends dans la rue et cherche quelqu'un. J'ai dit, bon, j'ai pas le choix, je descends dans la rue, j'attends quelques minutes, 5 minutes sont passées, voici que Manitou rapplique. Je lui dis, Kvodara, vous êtes prêt à témoigner? Il me dit, avec plaisir. Il a témoigné, puis je sais pas, il y avait une 2e personne comme ça qui a témoigné. Et comme ça, et lundi après-midi, j'étais marié. D'accord? Bon, il faut être un peu cinglé comme ça pour bien réussir en Israël. Alors ça, mais avant d'arriver ici, j'avais posé ma candidature à tous les instituts universitaires qui existaient à l'époque. Au Machon Weizmann, l'université de Jérusalem, ils m'ont dit, mais tu es en plein doctorat. C'est fou de venir, termine ton doctorat, ensuite tu viendras. Vous savez, pour un fils de rabbin, qu'est-ce que ça veut dire, une ineptie pareille? Il y a 2000 ans que j'attends, que tu me dis, attends encore. C'est pas normal. C'est comme ça que j'ai reçu ça, c'est pas normal. Bon. L'université de Tel Aviv, il y avait 4 instituts à l'époque. L'université de Tel Aviv m'a dit, tu viens ici, tu as un poste de maître assistant, garanti, j'ai reçu une lettre. Et le Technion m'a dit, tu viens. Nous, on est prêts à discuter, mais après que tu fasses ta alia. On ne veut pas commencer de Massa ou Matal, tout le temps que tu n'as pas fait ta alia. Bon, ça c'est raisonnable. J'arrive, j'ai attendu que les 7 jours du mariage se terminent. À la fin du 7e jour, je téléphone à la doyenne du département de maths à Tel Aviv. C'était une femme dont je ne peux pas oublier le nom, parce que c'est un nom de famille réputé en Israël, professeur Abrabanel. On ne peut pas oublier un nom. Alors je lui téléphone, professeur Abrabanel, voici, vous m'avez écrit, et je peux vous voir dans les jours qui suivent. Elle me dit oui, si vous voulez. Je lui dis quand? Elle me dit demain matin, vers 10h30, vous venez dans mon bureau. Je m'amène le lendemain matin, je frappe à la porte, et une voix très délicate et très polie me dit « Entrez ». À peine j'ouvre la porte, elle est en conversation avec un autre prof. Voici que le ton change. « Qu'est-ce que tu veux ?» Un cri, un véritable cri. Je lui ai dit « J'ai rendez-vous avec vous ». « Tu n'as pas rendez-vous avec moi ?» Je lui ai dit « Mais je vous ai parlé hier soir. »« Tu ne m'as pas parlé hier soir !» Je lui ai dit « Mais on s'est parlé au téléphone. »« Non, tu ne m'as pas parlé. Et qu'est-ce que tu veux, Bichla ?» Je lui ai dit « Voilà, je suis en plein doctorat à Paris, je veux faire ma alia. Je cherche un poste d'assistant, maître assistant, de quoi vivre. J'ai quelque chose, c'est pas pour toi. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle me dit « Tu ne vas pas pouvoir vivre avec ce salaire-là. » Je lui ai dit « Je vais me débrouiller. »« Non, tu ne peux pas. »« Mais ça ne me dérange pas. »« Tu ne peux pas. »
Je lui dis, mais j'ai une lettre où vous me promettez de ce poste-là. Il n'y a pas de lettre. Je lui dis, écoutez, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à l'amener, mais puisque je l'ai à la maison, cette lettre. Vous n'avez pas de lettre, les Traut? C'est sympathique après 2000 ans, quand même. Il manquait juste un café avec un peu de crème. Le Technion, c'était quelque chose de très similaire. Avant d'envoyer mon dossier au Technion, je suis allé chez le professeur juif. Je lui ai dit, il va me donner une recommandation. Il m'a dit, pour quel institut? Je lui ai dit, pour le Technion. Il m'a dit, avec plaisir. Mais dis-moi, ils t'ont pas demandé une photo? C'était pendant Sfilat HaRomer. Je suis après ça. Alors, j'avais pas la barbe comme aujourd'hui. Un tout petit peu de barbe de Sfilat HaRomer. Alors, il m'a dit, bon, t'ont pas demandé une photo? J'ai dit, ouais, on m'a demandé une photo. Et tu as envoyé une photo avec la barbe? Je lui ai dit, pourquoi tu demandes ça? Il me dit, parce que si au Technion t'es envoyé avec la barbe, aucune chance. En tant que fils de rabbin, en tant que quelqu'un qui parle contre Israël, j'ai dit, c'est pas possible. Comment il dit la Shonara? Mais nous, Chachamim dit qu'on n'a pas le droit d'accepter la Shonara, mais il faut faire attention, c'est peut-être vrai. Alors j'ai dit, bon, j'ai fait mon calcul, j'ai dit, on est tout de suite après Pessah, après l'Akbar Omer, Jumrad. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé une photo avant Pessah, on va prendre des risques quelconques. J'ai envoyé un dossier avec la femme, et puis j'ai oublié complètement cette histoire. Et puis, comme pendant ce film d'Ataromé, j'ai dit, en fait, maintenant je vais en Israël, pourquoi je ne laisserai pas la barbe? Et j'ai complètement oublié cette histoire, j'ai laissé la barbe depuis. J'arrive au Technion, après la fameuse rencontre à Tel Aviv, j'ai dit, bon, espérons qu'au Technion soit plus normaux. J'ai fixé rendez-vous avec le doyen du département, j'arrive là-bas, et il me fixe rendez-vous, je frappe à la porte, et le scénario qui recommence. Entrez, je vous en prie. Je rentre, elle me dit, Matarotse! J'ai dit, tiens, c'est un pays très particulier. Des vrais caméléons, on passe comme ça de la politesse à la violence, comme ça, on ne sait pas trop. Ok? J'ai pas besoin de vous dire que j'étais avec un costume gris, clair, un chapeau gris, clair, tout était clair, pas comme ça, beaucoup plus clair que ça. Ça suffit pour les effrayer. La barbe, le chapeau, c'est quelque chose de... Comment on appelle ça, ces films-là, avec le gorille, là? Ken? Non, mais vous avez compris. J'ai oublié mon Shulchan Aruch depuis que j'ai elle me dit, Matarotse. Je lui ai dit, j'ai rendez-vous avec le doyen. Mashimcha. Je lui ai dit, Zini Eliyahu. Aval lo haya lechazaka. Premier mot, lo haya lechazaka. J'ai quand même été accepté au Technion. Le maître de conférence qui était responsable du cours savait que c'était la première fois que j'enseignais en hébreu et en Israël, dans un institut universitaire. Il a voulu être poli avec moi, il m'accompagnait. Je faisais cours devant un groupe de Anshe Hashmal, de la faculté d'électronique, 45 étudiants. Je suis rentré là-bas, j'ai juste dit le mot shalom, et lui était à côté de moi, c'est lui qui a parlé, qui m'a présenté. J'ai pas dit un mot. 25 étudiants ont pris leurs affaires, ils sont sortis. C'est comme ça que j'ai été accueilli. Alors je vous dis clairement, quand je me suis trouvé dans cette situation, j'avais un dilemme devant moi. Ou je claque la porte, ou j'avale la couleuvre. Ben, étant donné que j'ai été éduqué par mon père et par mon grand-père, ma conclusion a été, si on ne peut pas me supporter, c'est là que je vais rester. D'accord? Et depuis, je suis resté. Mais c'était un combat, je peux vous dire que c'est un combat de 43 ans ininterrompu, qui n'a pas cessé une seconde, jusqu'au dernier jour de mon rôle en tant que rabbin. Je l'ai fait pour une raison, et maintenant j'arrive au sujet, pourquoi je l'ai fait. Je tenais à ce que des ingénieurs en Israël aient une formation en judaïsme. C'était mon seul objectif. Pardon? Je pense que dans une grande mesure, ça a été réussi. On aurait peut-être toujours pu faire mieux que ça, mais je pense que j'ai réussi à briser de nombreuses barrières. Quand je suis arrivé au Technion dans la synagogue, il n'y avait pas de minyan. Il fallait essayer d'arrêter des gens dans la rue
Et pas comme à Paris, parce qu'à Paris, vous disiez oui, au Technion, vous disiez non. Il fallait faire maintenant, dans la synagogue du Technion, il n'y a pas de place debout. Et si vous arrivez 2 minutes en retard, vous ne pouvez même pas rentrer. Et elle est grande. Pardon? Et elle est grande. D'accord? Ça a changé, tout a changé, mais je peux vous assurer que c'était des efforts énormes, et je l'ai fait justement parce que je voulais combattre, je voulais abattre cette barrière entre laïque et religieux. Il fallait la casser. C'était pas simple de la casser, c'était pas facile. Et chaque semestre, c'était recommencer. Quand il fallait enseigner les maths, c'était les maths ou autre chose, c'était recommencer. Mais ça a marché, ça a donné des résultats. Et là, j'en arrive. Le public francophone est à même de faire ça. Il a vécu dans un monde où, je n'ai pas besoin de vous dire, il y a suffisamment d'universitaires qui prennent une page de Talmud et vice-versa, en France. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il y en est maintenant, mais il y en a eu suffisamment. Ça prouve qu'on peut le faire. On n'a aucun problème intellectuel. Le problème n'est pas un problème technique, comme madame a peut-être cru. C'est un problème de mentalité. Le judaïsme pour les laïcs israéliens, c'est être arriéré. Et être universitaire, c'est être un personnage, comment dire ça, peu importe, vous avez bien compris, d'accord? Même si on se promène avec le ventre et les jambes déshabillées, quand on est une fille, ça s'appelle être éclairé, exactement comme les cavernes de Cro-Magnon. Excusez-moi d'être aussi violent, je ne peux pas supporter ça. On nous parle de gens cultivés. Excusez-moi, ils ne sont même pas capables de s'habiller comme des gens normaux. Et nous, on n'a pas ce problème, on ne comprend pas ça. Qu'est-ce que c'est la science? La science, c'est reconnaître, rechercher les lois que je veux instaurer dans ce monde. Les lois physiques, chimiques et autres. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Ce sont les lois morales. C'est par ça qu'on termine notre prière jour de Yom Kippour. Hachem ou Elohim. Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde humain, l'humanité. Elohim, c'est celui qui a créé les lois de ce monde-ci. On déclare que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est derrière ces deux femmes. Mais pour ça, on a besoin de recevoir une éducation adéquate. Et là maintenant, que font la plupart des jeunes maintenant? Quand ils vont dans le monde religieux antisioniste, ils deviennent des antisionistes, alors ils apprennent peut-être beaucoup de Torah, mais ils deviennent des antisionistes virulents. Okay? C'est très fidèle au passé de nos ancêtres, d'accord, de toutes les communautés. Et quand ils vont dans le monde sioniste, ils vont quelquefois à l'université étudier dans des facultés de judaïsme, et là-bas ils deviennent des libéraux. Je veux ni ça, ni ça. Pas de raison, il n'y a aucun sens. On peut faire, on doit faire. Étant donné qu'on peut faire, d'abord on doit, donc on peut. Je renverse. Comme on doit, on peut. Il faut le faire, et c'est possible. Et c'est réalisable, et non seulement c'est réalisable. La société israélienne nous sera reconnaissante de cela. Je vois que je dois m'arrêter ici parce que... non? J'ai encore quelques minutes? Alors écoutez, je vous demande ici de partager un deuxième article qui est important. Vous allez voir pourquoi c'est fondamental pour Israël. L'avenir d'Israël est dépendant de gens qui sont capables de conjuguer à la fois l'attachement inconditionnel à la Torah et l'attachement inconditionnel au sionisme. Et je vais vous le montrer maintenant. Je pourrais le dire. Combien j'ai encore devant moi? Alors, on va pas me lapider après. Il y a la tréla de l'homme. Alors, je vais vous prendre encore quelques minutes. Celui qui doit quitter, qui quitte. J'ai un texte ici qui est en deux langues, en hébreu à la source, et traduit en français. Je vous dis tout de suite, traduit en français. De nombreuses années, très nombreuses années, j'ai fait partie d'une commission très particulière de sécurité en Israël. N'importe. Et grâce à ça, j'ai quelquefois accès à des documents où tout le monde n'a pas accès. Il y a de cela à peu près 3 mois, a été publié à Bruxelles un article de 55 pages, en hébreu, par un institut financé par la communauté européenne.
Il s'avère que cet article a été rédigé ici en Israël parce qu'ils ont une branche à Jérusalem. Cet article devait paraître dès qu'il a été publié ici en Israël avec une réponse de ma part. Il y a 5 ou 6 personnes qui disposaient de cet article. Il y a un qui n'a pas été assez intelligent. Il l'a publié les derniers temps, les 2 dernières semaines, Futsat Nato et Internet. C'était pas intelligent parce qu'il a publié sans la réponse adéquate. De quoi s'agit-il? Un article extrêmement important dont même ceux qui ont pris connaissance de l'article depuis, article 57 pages, c'est plus un article, c'est peut-être un petit livre déjà, qui met en garde toute la communauté européenne, tout le monde international contre le danger que représente le sionisme religieux. Et donne des directives et des conseils comment saper les bases du sionisme religieux. Parce que c'est les seuls qui risquent d'être une entrave, de constituer une entrave aux accords avec ce qu'on appelle les Palestiniens. Ce qu'eux appellent les Palestiniens. Moi, je suis palestinien, vous aussi. C'est pas eux les Palestiniens. Non, il faut que vous le sachiez. Le nom Palestine a été donné par Adrien à la terre d'Israël. Quand il a conquis la terre d'Israël, il l'a appelé Palestina. Alors, c'est nous les Palestiniens. Ils disent qu'il y a un peuple palestinien, c'est vrai. Et il dure depuis 3500 ans. D'accord? Peu importe. Au passage, ils mettent en garde tout le monde, les Palestiniens, tout le monde, et ils donnent des directives et des conseils de façon très élégante. Comment saper les bases du judaïsme, du sionisme religieux, de façon à pouvoir arriver à ces accords de paix. Donc, avant de continuer, d'abord, vous voyez quelle est l'importance du sionisme religieux. C'est nous qui pouvons empêcher des cessations. Vous vous rendez compte de l'absurde d'un peuple qui attend depuis 2000 ans de recouvrir sa terre, et une fois qu'il est là, on veut la donner à nos assassins. Et il faut être pas normal. Et ce que je dis, je vous dis franchement, moi je ne le dis pas juste aux Juifs, je le dis même aux Arabes. Un jour, j'enseignais un cours d'équation différentielle en aéronautique. C'est en aéronautique, tu as vu? Ah, monsieur. Et par le passé, on ne laissait pas des Arabes, des non-Juifs rentrer, parce qu'il faut rentrer dans des endroits délicats, quelquefois, jusqu'au moment où il y a un professeur qui a ouvert la porte aux Arabes. La première étudiante non-juive qui rentrait, c'était une étudiante arabe. Le cours que je faisais, c'était un cours qui n'était pas toujours facile. Alors à la fin de la dernière conférence, je terminais toujours en leur disant, écoutez, je vous ai fait la vie dure, mais c'est pour le bien de la terre d'Israël. La sécurité d'Israël dépend essentiellement de vous, entre autres essentiellement de vous, et je vous ai fait la vie dure pour que vous essayiez d'amener l'indépendance de Bitachon à la terre d'Israël et au peuple juif. Donc, je ne m'ai pas penché à cette étudiante arabe qui était là, je n'ai pas tenu compte, j'ai parlé en tant que peuple juif. Elle n'a rien dit, elle m'a attendu à la sortie de la conférence. Elle m'a dit, dites-moi, pourquoi vous avez parlé juste du peuple juif? Je lui ai dit, pourquoi non? Elle me dit, parce que moi je suis israélienne, mais je ne fais pas partie du peuple juif. Je lui ai dit, vous êtes israélien? Une nouvelle intéressante. En quoi vous êtes israélien? Comment? Comment? J'ai une carte d'identité israélienne. Je lui ai dit, vous savez, moi ça ne me suffit pas. Ah, elle est sortie, évidemment que c'est con. Comment je ne la traite pas d'israélienne alors qu'elle a une carte d'identité israélienne? Comment je ne suis pas israélien? Je lui ai dit, écoute, je vais vous le montrer tout de suite. C'était une époque où il y avait une certaine tension entre la Syrie et nous sur le Golan. Je lui ai dit, imaginez que demain la guerre explose entre Damas et Jérusalem. Moi, en tant que soldat, je vais devoir aller bombarder Damas. Vous êtes prêts à venir avec moi? Elle m'a dit, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas réfléchi à ça, je sais pas. Je lui dis, alors quand est-ce que vous allez savoir? Il me dit, il faut que je réfléchisse. Alors, je lui dis, vous voyez pourquoi je me pose la question, est-ce que vous êtes israélien? Dans tout pays du monde, quand un citoyen, un pays est attaqué, chaque citoyen part à la défense. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas convaincu que vous devez aller à la défense, donc vous n'êtes pas convaincu que vous êtes israélien.
Point final. Aujourd'hui, j'aurais dit ça, je me serais trouvé derrière les barreaux. Vous voyez aussi quelle évolution négative a eu lieu ici. Et ça aussi, on doit bloquer. Nous devons le bloquer. D'accord? Alors, maintenant, pour revenir à ce domaine-là, ils ont pris conscience justement de ce qui s'est passé maintenant avec la montée du sionisme religieux qui avait la dernière fois 3 ou 4, 3, je crois, pas 15, maintenant ils sont passés à 12. Ça a tout bouleversé. Ça a tout bouleversé. Regardez, celui qui peut lire en hébreu, qui le lise en hébreu, et vous avez la traduction à peu près raisonnable en français, essayez de la voir. C'est un résumé de tout cet article, d'accord? תהליך השלום הנוכחי דומה במובנים רבים לזה של העשור הקודם, ועם זאת ישנו שינוי מרכזי אחד שאי אפשר להתעלם ממנו. הימין בישראל התחזק, והציונות הדתית העמיקה את אחיזתה בגוש הימין. תוצאותיה של שינוי זה ניכרות בכמה תחומים: בפוליטיקה, התחזקות הבית היהודי בראשות נפתלי בנט, במשא ומתן, ראש הממשלה נתניהו התחייב להעמיד כל הסכם קבע עתידי למשאל עם, בשטח ובעלייה מעשים תוקפניים מצד חלק מהמתנחלים הצעירים בגדה המערבית. התמודדות ראויה עם שינוי זה אינה יכולה להיות כרוכה בהתעלמות מהרצונות של הציונות הדתית. Ils écrivent ça de façon extrêmement polie, vous allez voir le venin plus loin. או לחילופין בכניעה להם. במקום זה יש להכיר בחשיבות של הציונות הדתית ולהבין את הדקויות האידיאולוגיות שבקרבה. Et là, je vous précise, dans cet article-là, il y a une analyse hyper exacte et hyper profonde de tout le sionisme religieux, avec toutes les tendances, toutes les subtilités, toutes les différences. Ça ne peut être rédigé que par quelqu'un qui vit de l'intérieur. Impossible. Ils savent vous dire la différence entre les conceptions du Rav Tao et du Rav Medan et du Rav Lior et du Rav Druckmann. Il faut lire cet article. Impressionnant. Mais attendez, le problème c'est que ça a été livré à la communauté européenne, mis entre les mains de la communauté européenne pour qu'elle casse ça. Et qui c'est qui signe sur tout ça? Monsieur Shimon Peres, Nessi Medinat Israël, et Monsieur Stanley Fischer. Et des chefs de gouvernement d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. L'ancien Yosef-Roch de l'ONU, ce Vietnamien, je ne sais pas si Ils ont tous signé là-bas. Écoutez un petit peu l'absurde dans lequel nous vivons. Le président d'un État qui s'associe à une association qui va démolir un parti de son pays. Et quel est le parti? Le parti sioniste religieux qui représente le danger. Autrement dit, la communauté européenne est en train de prendre conscience que l'obstacle essentiel à tout son antisémitisme, c'est le judaïsme sioniste religieux. Vous comprenez pourquoi on a ici une exigence énorme de tout faire pour renforcer aussi bien la dimension religieuse que la dimension sioniste. Et ça, il faut que ça se passe partout. On a besoin pour ça de gens qui reçoivent une formation adéquate, qui sont capables de rentrer partout et d'avoir un impact où ils sont. On a réussi pas mal et ils le signalent. Ils sont conscients qu'on est rentré à l'armée, qu'on est rentré dans la politique, qu'on est rentré un peu partout et qu'on s'est inséré un peu partout. Vous savez qu'ils ont une terreur maintenant à l'armée parce que d'ici quelques années, le quartier général, il aura la moitié ou les 2/3 des gens avec un canot sur la tête, ben s'attacher. C'est pas du tout trivial. Ils ont une terreur de ça. Ils ont une véritable terreur de ça et parce que l'implication qui viendra après, c'est l'impact sur tout le peuple juif. Donc au contraire, vous avez, justement, puisqu'on a commencé avec une affaire de Pourim, eh bien il faut continuer avec ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans le droit chemin? Un juif est dans le droit chemin. Si tous les goïms nous tombent dessus, s'ils nous tapent dessus, c'est qu'on fait ce qu'on doit faire. S'ils nous font des compliments, c'est là qu'on doit avoir peur. Je ne plaisante pas du tout. C'est extrêmement rare que les nations en tant que nations, je ne parle pas à l'échelle individuelle,
que les nations, en tant que nation, fassent un compliment au peuple juif si le peuple juif ne se comporte pas de travers. Toute l'histoire juive, c'est ça. Et vous pouvez le suivre maintenant partout, dans tous les domaines. Maintenant, il donne des conseils comment attaquer justement toute cette idéologie du monde sioniste religieux. Et c'est pour ça que nous devons, nous, au contraire, de la renforcer. Parce que si tous nos opposants sentent que c'est là-bas le blocage, c'est là qu'il faut marquer notre attachement à ce qui doit être essentiel dans notre vie. C'est-à-dire, alors vous avez un article de 55 pages où il analyse profonde, perspicace, sauf un point très intéressant. Quand il touche à l'idéologie religieuse, il y a certains points qu'ils ont falsifiés. Ou ils ont falsifié, ou ils ont mal compris, ou tous les deux à la fois. Et ça, c'est un sujet qu'il faudrait aborder, qu'il faudrait énormément de temps pour aborder. C'est un sujet qui est, évidemment, les personnages les plus dangereux à leurs yeux, c'est les gens attachés au Rav Kook. Autrement dit, des gens comme nous, des gens attachés au Rav Kook. Mais regarde, quand je vous dis des gens comme nous, je viens d'une famille de rabbins. Jusqu'au moment où j'ai mis la pied en terre d'Israël, j'avais jamais entendu parler du Rav Kook. Mes parents, oui, parce qu'il a donné la skama à quelques livres de Talmidei Chachamim d'Algérie. Hein? Moi, j'étais jeune, bon, je ne connaissais pas ce Talmid Chacham, mais on ne le connaissait pas, bon, grand rabbin d'Israël, on ne savait rien du tout. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai étudié, avant de venir en Israël, j'ai étudié chez un grand Talmid Chacham, qui venait du Maroc et qui était en France, le Chacham d'Aham. J'étais son élève principal, je passais plus de 20 heures avec lui chaque semaine, minimum, plus de 20 heures avec lui. 3 jours avant ma aliyah, je lui ai dit, Kvod Arav, je fais ma aliyah en Israël. Il m'a dit, je ne suis pas sûr que tu aies le droit. Tout de suite. Et c'est pas parce qu'il était sioniste, hein, anti-sioniste. Non, c'est pas du tout à cause de ça. Il avait peur que je ne trouve pas quelqu'un avec qui étudier Torah ici, de normal. Le problème, c'est qu'il avait eu raison. Je suis arrivé ici en Israël, j'ai passé des mois à tourner d'une yeshiva d'un endroit à l'autre, chercher quelqu'un qui parlait de façon normale. De façon qui correspondait à ce que j'avais toujours entendu. Je n'ai pas trouvé. Et je suis passé par tous les cadres. Depuis les Charedim aux autres, partout. Jusqu'au moment où je suis arrivé chez le Rav Tzvi, le fils de Rav Kook. Mon frère étudiait au Merkaz, il m'a dit, viens le voir. Je me suis plaint un jour de lui. Il m'a dit, ils sont fous ici. Ça n'a pas changé, mais ça c'est au moins un Talmid Chacham normal, je cherche. Il m'a dit, viens voir le Rav Tzvi. Et effectivement, j'entends un Talmid Chacham qui vient de Lituanie, donc éduqué dans un monde complètement différent du nôtre, mais au niveau du contenu, c'était la même chose. La présentation différente, le style différent, mais les idées essentielles identiques. À tel point qu'un jour, j'étais invité, plus tard, c'était 2 ans après ça, quand j'ai vu le Rav Kook, j'ai dit, oh, voilà un Talmid Chacham comme nos ancêtres. On m'a invité au Misad HaChinuch à parler pour la Tchouva. C'était entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et qu'est-ce que... J'avais préparé un petit coup, là, comme ça, un petit coup, histoire que le cours soit intéressant. J'avais établi un parallèle entre le Rabbi Yehuda Riyash, ce qu'il a écrit sur la Tchouva, et Orot HaTchouva du Rav Kook. Et j'avais prévu de mettre en évidence qu'il disait la même chose dans 2 styles complètement différents. D'accord? Et j'ai seulement, bon, il fallait les introduire à tout ça, ils ne connaissaient pas du tout, surtout à l'époque, parler d'un Talmid Chacham qui vient d'Afrique du Nord, ils ne savaient même pas son existence, il écrit à toutes les lignes dans le Mishnah Brura, mais ils ne savent pas que c'est lui. Le Rachou, j'ai commencé ma conférence en disant, le dernier grand Talmid Chacham Sfaradi, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, et j'ai vu tout le monde me regarder, c'est ignorant, il ne sait même pas que c'est un Chacham Kedah, et ils n'ont pas compris que c'était une plaisanterie, c'était une façon de dire qu'ils disaient la même chose. D'accord? Et c'est vrai, nous avons évolué à des milliers de kilomètres de différence, mais ça prouve une chose, que quand on dit des choses vraies, elles sortent de là ou de là-bas, elles sortent de la même façon. Mais il faut pour ça des grands personnages. Des gens qui ne sont pas des grands personnages, à ce moment-là, ils trouveront des différences. Les grands personnages disent partout la même chose.
dans des styles différents, avec des présentations différentes, peut-être avec certains accents légèrement différents par-ci, par-là, mais au niveau du fond, c'est identique. D'accord? Et bien, mettre un Talmid Chacham comme le Rav Kook est quelque chose qui a été à même de procéder à cette synthèse, justement, dont je parle maintenant. Entre un monde moderne, entre un monde de culture, un monde de Torah, une fidélité inconditionnelle à la Torah, accompagnée d'une ouverture sur tous les problèmes modernes et humains et historiques de tout temps. C'est ça qu'on a besoin maintenant. On a besoin de renforcer ça. Et ils les appellent les cookies. Vous allez voir tout le long de l'article, les cookies. Alors, on est prêt à être cookies. Pas de problème, à condition qu'on le soit comme il faut. Et pour ça, hein, on a besoin de conférer à nos enfants une éducation adéquate. Vous ne pouvez pas vous permettre, et permettez-moi de vous convier une nouvelle fois à ne pas envoyer vos enfants n'importe où. Il faut les envoyer là où ils vont recevoir une éducation adéquate. Pas une éducation où 2000 ans de sacrifices vont être démolis, sous une forme ou sous une autre. C'est à quel âge ça? Ça commence à quel âge? Comment? Ça commence à quel âge ça? 24 heures. Il faut commencer de tout temps. Bien sûr, quand il est à l'école primaire, tu ne vas pas l'envoyer ailleurs. Quand ils arrivent au moins à une yeshiva téchonite, tu ne l'envoies pas dans n'importe quelle yeshiva téchonite, et à fortiori dans une yeshiva gora, après son bac. Là-bas, c'est fondamental. Tu ne peux pas les envoyer n'importe où. Tu dois savoir où tu les envoies, quelle éducation ils vont recevoir. Je ne suis pas venu ici pour dire la chanana sur tel ou tel endroit, ce n'est pas mon objectif, je veux renforcer quelque chose de positif. C'est pour ça que je ne vais pas donner de nom. Mais il y a des endroits où tu vas voir des gens qui te mettent l'accent, où ils n'ont aucun problème d'enseigner la Torah avec la critique biblique. Pour la critique biblique, je n'ai pas besoin d'aller à la yeshiva, je vais à l'université. Je vais à l'église aussi, je peux aller là-bas. Pas besoin d'une yeshiva pour ça. Et ça existe pourtant. Un autre exemple, plus élémentaire, où on te parle en permanence des fautes de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi vous envoyez vos enfants là-bas? C'est grâce à l'idée que nous nous faisons de nos ancêtres et des géants de notre peuple que nous sommes là aujourd'hui. Sans ça, on ne serait pas là. Pour leur trouver des défauts, on n'a pas besoin de juifs, il y a assez de goïms pour les trouver. Et surtout pas, on n'a pas besoin de yeshiva pour ça. D'accord? Et si tu n'es pas au courant, alors sache que c'est ça. Pardon? Je suis pas au courant de yeshiva, tu nous enseignes à l'époque. Ah, je sais pas, je connais pas. Eh bien, il faut que tu saches que ça a lieu dans 40% de yeshivot Esder. Des noms, parce que c'est important, c'est un ézec. C'est pourquoi je suis venu parler, c'est pour des choses pareilles. 40% de yeshivot Esder. C'est pas 40%, 35% ne mettra pas à quelque chose. Je serais très content d'être en erreur et que c'est moi. D'accord? J'ai donné un exemple. Il y a des yeshivot Esder, là. 40% des yeshivot Esder parlent de ce que tu veux. De critique biblique, oui. C'est vrai que ça paraît... Ça paraît absurde. Non, mais parce qu'eux-mêmes, ils arrivent à lire... Alors, je peux vous énoncer différemment la raison pour laquelle je suis venu. Je sais que Parce que c'est un peu flou. vous vivez en Israël dans un monde que vous ne connaissez pas. Ça fait 2 mois, je C'est suis là. ça que je suis. Croyez-moi, madame, que même les gens qui sont là depuis 20 ans ne savent pas toujours ça. Ne savent pas toujours ça. Vous parlez d'un camp, vous parlez des yeshivot Esder, les nationalistes religieux, les anciens Mabdal, etc., parti national, et même à l'intérieur de ça, vous dites qu'on a une problématique. Alors ça veut dire on va où? Alors là, vous parlez des francophones, mais non, c'est un peu flou. Alors, je vous explique. Non, attendez. Dites-moi, excusez-moi, non, je ne suis pas d'accord. Quand vous étiez en France, vous deviez envoyer un enfant dans une école, vous n'avez pas été vérifié quel genre d'école c'est? Moi j'étais enseignante et j'ai pas d'enfant, mais bon. C'est pas mon... Toute c'est pas personne, mon peu exemple. importe, toute Non, mais- personne, allez regarder dans quel lycée il met, dans quelle école il met. Eh bien ici, il faut faire la même chose. Non, mais j'ai bien compris, ça. On a bien compris ce que... Et que ça se trouve aussi dans le monde religieux, ben ça se trouve pour les raisons suivantes. Sachez que d'où ça vient. C'est aussi la communauté européenne qui est derrière tout ça. Comment ça? Elle donne des sommes fantastiques aux facultés de judaïsme dans toutes les universités pour influer les conceptions.
le terme, les infléchir. Et évidemment, devant les budgets, ça marche. Alors, les gens sont éduqués, viennent faire des diplômes dans les universités, et ensuite ils vont enseigner dans des tas de cadres, et ça a un impact. Et ça, je ne vous parle pas comme ça, j'ai des élèves à moi qui sont allés dans des universités, je ne dis pas même à Bar-Ilan, pourquoi ne pas le dire, même à Bar-Ilan. Ils étaient obligés de démonter en pièces détachées les arguments des profs. Je crois qu'il faut dire les noms, Guadarav. Pardon? C'est une toilette que vous disiez les noms des mosdotes. J'entends pas. C'est une toilette que vous disiez les noms des mosdotes qui sont infiltrés, qui sont Oui, ils sont infiltrés partout. Où aller? Que faire? Alors écoutez, je vous explique, je réponds maintenant. D'abord, premier point, il faut être conscient de la problématique. Alors, je suis venu parler de ça pour ceux qui ne le sont pas peut-être. L'étape suivante, c'est quand essentiel pour nous en tant que parents, c'est de savoir où on envoie nos enfants. C'est très difficile. Et l'étape d'après pour ceux qui sont à même, c'est d'essayer de changer la situation. Et la situation sera changée lorsque les gens auront pris conscience de la problématique et se réuniront pour agir dans ce sens-là. Vous savez, c'est un pays où les pressions jouent. Et il faut savoir s'organiser pour faire pression dans un sens. Pourquoi ne pas faire pression dans des sens positifs partout où on le peut? C'est un combat de la vie qu'il faut mener comme partout ailleurs. C'est tout. Bon, je pense que j'ai touché à l'essentiel. J'ai soulevé des problèmes essentiels. Les résoudre, on ne les a pas résolus. En tous les cas, si on en est déjà conscient, on a fait un premier pas. La suite, c'est tout un combat à mener, mais ce combat ne peut être mené que par des gens qui ont reçu une éducation adéquate. S'ils ne reçoivent pas une éducation adéquate, par qui comment ils vont mener ce combat? Ils ne peuvent pas le mener. Donc, en conséquence, en tant que parent, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants n'importe où. Et vous sachez qu'en Israël, il y a énormément de choses positives, énormément de choses constructives. Il y a aussi énormément de problèmes. Il faut savoir procéder au tri et voir ce qui est constructif et dont nous avons à retirer des enseignements et des choses où nous devons avoir notre influence. Peut-être. Or, si maintenant il y a quelques questions, je suis prêt à essayer de répondre. Moi j'ai une question. Quelle? J'entends très bien ce discours parce qu'il me touche particulièrement. Mais il y a un point que je n'ai pas compris dans votre projet, c'est la partie francophone. Moi, au contraire, enfin, pour ce qui concerne mes enfants, j'essaye de les intégrer dans des cadres qui allient Ahavat Haaretz, Ahavat Torah, Ahavat Ha'am, des choses sur lesquelles, enfin, qui je pense reflètent l'éducation que j'ai reçue. Mais je ne pense pas qu'une partie essentielle de cette éducation, c'est leur francophonie. Non. De mon point de vue, la francophonie, c'est un épisode qui n'a pas duré une génération dans ma famille, et vraiment, il ne m'intéresse pas. Par contre, je suis très intéressé à trouver des cadres d'éducation yeshiva tichonite, yeshiva gvoa, etc. Et Baruch Hashem, je crois que j'arrive à suivre mes enfants dans ce cadre. Je veux qu'ils aillent dans une yeshiva sioniste où ils étudient la Torah à fond, où il n'y a aucun doute sur leur fidélité à leur terre, à leur pays, à leurs frères. C'est tout, la dimension. Je crois qu'il y a une incompréhension ici, David, que je crois que je n'ai pas parlé de francophonie. Je veux préciser, comme ça va éviter tout problème ici. Il n'y a pas de désaccord entre nous. Il y a autre chose. J'ai dit que les juifs venant du public francophone sont plus à même de maintenir cette ligne directrice que d'autres. Pas la francophonie. J'ai dit que la France a permis un contact entre des tas de communautés qui a créé une façon de voir les problèmes bien plus ouverte que partout ailleurs, et même en Israël. Elle est plus apte à recevoir. Il ne s'agit pas ici de s'attacher à la France. C'est vraiment pas mon objectif en aucune façon. Okay? Je n'ai pas mis les pieds en France, grâce à Dieu, ça fait 44 ans.